Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez que je vous avais raconté l'histoire d'une rencontre. En fait, l'histoire de ma rencontre, moi, Dev, avec Pauline Hobbs. Aujourd'hui, c'est une autre histoire qui va vous être racontée. C'est l'histoire d'Estelle Landry, UX, qui a rencontré François Téchenet, DevOps. Merci de les accueillir chaleureusement. Merci d'être là nombreux. Vous allez être ici pour voir une superbe représentation, un tantinet particulière de Roméo et Juliette. Alors, ce soir, deux cultures égales en noblesse, dans une belle société où nous allons poser notre Non mais recette. François, on va pas rejouer la pièce. C'était pas ça le deal. Ok. On va vous parler de deux philosophies totalement opposées dans la vie, mais qui pourtant ont réussi à avoir un amour extraordinaire et qui ont réussi à vivre quelque chose d'intense. Dans le rôle de Juliette ce soir, Estelle Landry, donc moi-même, product owner chez Helium et aussi UX Apprentice. Et pour jouer Roméo ce soir, pas de bol, vous avez moi, François Téchenet, je suis cloud développeur chez Sagi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de DevOps, vous vous en doutez. Mais on va essayer de parler d'un élément très important pour moi, d'un aspect culturel du DevOps, c'est comment faire pour réussir à casser le mur de communication qu'il y a entre vos devs, vos ops, et surtout que ceux-ci y voient un intérêt. Et pour ça, le contexte qu'on va prendre, c'est un contexte qu'on a vécu et qui est celui qu'on voit dans certaines entreprises, qui consiste à dire on va faire une transformation DevOps en disant on prend l'équipe Ops de la structure, on leur dit on enlève toutes les règles Ops, ITIL, on les agilise, et du coup on se retrouve avec une équipe DevOps. Alors comme vous vous en doutez, ça ne se passe pas forcément très bien quand on fait ça dans une société, et on se retrouve avec des choses un peu particulières comme des devs qui envoyaient des codes sources à l'équipe DevOps avec alors, il faudrait que l'application elle soit en prod dans 2 jours. On ne connaît pas l'application, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'est même pas dans la CI, qu'est-ce qui se passe? Ou alors quand la partie DevOps se disait et si on changeait la méthode de déploiement de la conf tout simplement parce qu'on n'est pas standard actuellement, donc on va voir les devs, on leur dit écoutez les mecs, il faudrait peut-être changer le mode de déploiement de votre conf. Et là on sent qu'il y a comme une perplexité de la part de nos développeurs. Ce qui fait que dans notre équipe Ops DevOps, on se sent un peu seul. Les développeurs ne comprennent pas trop finalement pourquoi on a fait ce changement, parce que finalement ils s'en sortaient très bien avant, hein, c'était même presque mieux quand il y avait des process, etc. Et ça commence à se voir du côté management parce qu'on a fait une transformation, on s'est dit on va quand même passer DevOps, ça va nous apporter des choses, mais en fait ça n'en a pas apporté. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? En fait on appelle quelqu'un d'autre extérieur, et dans notre cas ça a été Estelle. Alors moi j'ai découvert l'équipe DevOps, alors l'équipe Ops qui était passée DevOps, dans la nouvelle société où je venais d'arriver, et j'ai rencontré François et mon CTO qui m'a dit surtout écoute Estelle, tu peux aller voir l'équipe parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on ne sait pas trop comment elle fait tout ça, donc essaie de regarder, essaie d'améliorer les choses. Moi dans ma tête, l'équipe Ops c'était ça. J'avais une version un petit peu stéréotypée, désolé tout le monde, et dans mon but je me suis dit mais je vais les amener sur quelque chose de plus UX quoi. Organisé, clair, simple, beau, voilà, qui communique. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas ça le cœur du problème, c'était pas finalement la manière dont eux étaient organisés, mais sur l'application de ces philosophies-là qui n'étaient pas respectées sur l'ensemble de la société. Donc ce qu'on a fait avec François, c'est qu'on a essayé d'améliorer les choses et on a essayé pour la première partie d'améliorer la communication. Bon, ça va vous paraître un peu général ce qu'on va dire, mais c'est quelque chose de très important. Le premier travail qu'on a fait, c'est essayer de améliorer la communication entre nos devs et nos ops. Ok, on fait du DevOps, ok, on a 2 équipes, une dev, une ops. On veut qu'elles communiquent mieux parce qu'elles n'arrivent pas à se comprendre actuellement. Et la première chose qu'on fait, c'est on réanalyse tout ce qu'il y a côté ops, parce que tous ceux qui sont ops dans la salle connaissent ce fameux backlog de l'enfer qui existe côté ops, qui comprend toutes les mises à jour de serveurs, toutes les failles de sécurité, tous les patchs que vous êtes censés faire, que vous n'avez jamais le temps de faire, parce que non priorisés pour le produit. Et toutes ces informations-là, on va essayer de les enlever pour se réaligner avec le produit, essayer d'avoir quelque chose de commun, et aussi se dire, est-ce que certaines tâches ne pourraient pas être communes et mettre des devs dessus pour qu'ils essayent de comprendre pourquoi ils font ça avec des ops. Donc essayer d'améliorer cette communication. Ça permet aussi de se dire, et il faudrait qu'on fasse des choses pour qu'on arrive à communiquer, qu'on a un langage commun sur les choses sur lesquelles on doit travailler, et ça nous a donné l'idée de faire des journées en fait, de formation où la partie Ops ou la partie Dev
encadrer l'autre partie de l'équipe pour leur dire, voilà, on va vous présenter par exemple l'outil de monitoring. Et là, on a une petite idée qu'Estelle a mis en place. Je me suis dit que, quitte à faire ce genre de journée, autant mettre en place une petite rétro de type Speedbot. Je pense que vous le connaissez, c'est assez connu dans les méthodes agiles, où le principe est de lister les points positifs de la journée, qu'est-ce qui était bien, lister aussi ce qu'on aurait adoré mettre en place en plus de cette journée, mais aussi lister tous les freins, c'est-à-dire tout ce qui vous a embêté durant cette journée ou qui aurait pu être mieux. Et finalement, cette journée monitoring, il y avait plein de choses à dire. Donc on a laissé ce tableau à dispo pour les devs, pour faire leur retour. Ça a un petit peu marché, on a eu quelques retours, mais des retours super qualitatifs. Bon, bah, c'est pas mal, on a déjà fait une communication qui s'est améliorée, c'est-à-dire que maintenant, quand mon dev va voir mon ops, il ne se fait pas engueuler directement, et quand mon ops va voir mon dev, il ne se fait pas prendre une tasse de café direct dessus. Donc c'est bien, ils communiquent, c'est cool. Par contre, j'ai quand même un petit souci, c'est que ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi ils doivent communiquer. C'est bien, hein, il y a un canal maintenant, on a percé le mur, sauf qu'ils ne savent toujours pas pourquoi ils doivent communiquer. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on s'est rendu compte, c'est que la communication, faire qu'on ait un langage commun, ce n'est pas la seule chose qui est importante pour mettre en place une culture DevOps dans une société. Il faut que vos deux équipes arrivent à comprendre pourquoi elles travaillent ensemble. Et donc, ce qu'on s'est dit de notre côté, c'est il faudrait qu'en fait, tout ce qui est automatisation, objectif DevOps, soit considéré au même titre qu'une feature produit. Et pour ça, il y a une seule manière de faire en sorte que les deux équipes soient alignées, c'est tout simplement de les mettre ensemble dans la même roadmap. Qu'un poids d'automatisation, une feature d'automatisation, une feature Ops ait le même valeur qu'une partie feature produit. Et donc pour ça, on s'est dit qu'on allait faire ça, mais que ce n'était pas encore assez visible et que tous nos développeurs n'arrivaient pas encore à comprendre en quoi on était dans la roadmap. C'est vrai qu'une roadmap sous Jira ou sous Asana ou d'autres outils, c'est bien parce que ça donne une visibilité. Mais c'est encore mieux si on a quelque chose de visible dans la société. En l'occurrence, on a mis en place une roadmap board. Une roadmap board, c'est très simple. Vous prenez un pan de mur, vous listez toutes vos features, donc du backlog, et sur ces features-là, vous rajoutez aussi les features justement de DevOps, et vous essayez de lister sur chaque feature quel team va venir prendre cette feature. Et même avant de commencer la feature, on a remarqué que ça a amélioré la visibilité, la communication, parce que les devs allaient voir les ops en disant écoutez les gars, on va commencer cette feature, il semblerait que vous deviez travailler avec nous. Ah, est-ce qu'on ne se mettrait pas d'accord sur quand, comment? Et ça, vraiment, ça a créé cette visibilité-là. Et en plus de ça, ça a aussi amené de la communication supplémentaire. Alors ça c'est sympa, mais ce qu'on vous montre c'est la partie finale. Et dans la première version qu'on a mis en place, il y avait des tâches où en fait les DevOps devaient intervenir, la partie DevOps était mise en compte, mais il n'y avait pas de vraies tâches DevOps. Et ça c'est quelque chose qui nous a choqué quand on a mis ça en place. On s'est dit, c'est quand même étrange qu'on n'ait aucune tâche d'automatisation qui sorte et que dans notre roadmap produit, on n'ait vraiment rien qui concerne la partie culture DevOps dans notre société et comment l'améliorer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait une roadmap produit classique, on a intégré ces demandes Ops, et pour avoir l'ensemble des demandes Ops qui impacteraient au mieux la vie des devs et qui amélioreraient leur vie, on a fait un atelier qui s'appelle les 5 pourquoi. Je pense que vous connaissez, sinon je vais expliquer un petit peu le principe. Vous prenez une problématique et vous allez poser la question pourquoi. Sur ce pourquoi, vous allez obtenir une réponse et vous allez reposer sur cette réponse la question pourquoi. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez posé 5 fois cette question pourquoi. Ça amène quoi? Vous allez dire, c'est un peu idiot ton truc, mais ça amène qu'en fait, le premier retour de l'utilisateur, finalement, c'est peut-être pas le bon, c'est pas réellement son besoin. Alors que si vous avez fait ce travail de 5 fois pourquoi, eh bien, au final, on se retrouve avec des besoins qui sont clairs, qui sont la base réelle de toute frustration. Alors avec un exemple concret qui permet d'illustrer ce problème, on va en prendre un sur celui qu'on a fait, qui est on a beaucoup de problèmes du moment où on commit jusqu'au moment où on va en production. Donc un truc très vaste. Un exemple, c'est un développeur, une développeuse en l'occurrence, qui nous dit moi ce qui m'ennuie le plus, c'est que l'environnement staging est trop instable. Ok, très bien. Pourquoi il est trop instable? Il est trop instable parce que j'ai besoin de tester une feature avant de pouvoir les mettre en prod. Ok, mais pourquoi est-ce que c'est un problème que tu ne puisses pas tester parce que l'environnement dev est instable? C'est parce que j'ai besoin de tester avec une feature du back parce que dans ce cas-là, on fait un breaking change et qu'on est obligé de tester ensemble. Ok, très bien. Pourquoi c'est un problème? C'est parce qu'on n'a pas d'environnement sur lequel on puisse travailler tous les deux en simultané où on soit isolés, donc on est obligé de travailler sur le staging. Et donc pourquoi c'est un problème? Parce qu'on n'est pas capable de gérer des environnements nous-mêmes.
Donc à partir d'une problématique de base où nous, côté Ops, on recevait très régulièrement l'environnement staging est instable, on en a marre, on aimerait bien qu'il soit beaucoup plus stable et qu'on puisse l'utiliser, on arrive à la vraie problématique qui est on a un manque d'environnement automatisé. Et en challengeant tout ça, si on arrive avec chacun des développeurs, on se rend compte qu'on peut réussir à regrouper toutes ces features. En effet, on a remarqué qu'il y avait des problématiques communes qui se rassemblaient beaucoup. Par exemple, ce manque d'environnement, on a eu 5 ou 6 retours. Donc ça voulait montrer que c'était important pour les devs et c'était quelque chose qui était souhaitable. Et finalement, vous le remarquez, on a réussi à grouper toutes les tâches qu'on allait ajouter dans la roadmap par priorité grâce au fait que chaque post-it finalement se regroupait par thématique. Donc pour moi, c'est bon François, je pense qu'on est bien. On a amélioré la visibilité et la communication. Ok, d'accord. Maintenant, on a des devs et des ops qui communiquent. Ils voient à peu près ce qu'ils sont censés faire ensemble. Ils voient pourquoi, c'est pas trop mal. Mais moi, j'ai un souci, c'est que j'ai toujours un mur quand je parle à mon ops ou à mon dev. J'ai toujours l'impression d'avoir deux camps qui parlent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et surtout à comprendre pourquoi ils doivent travailler ensemble. Ils voient le pourquoi les features sont là, mais ils n'arrivent pas à avoir un engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est la plus grosse problématique qu'on a réussi à spotter dans notre mise en place de la culture DevOps chez nous. C'est que mettre en place une culture DevOps efficiente qui a un sens, ça nécessite que les deux parties, aussi bien les devs que les ops, voient un intérêt et un engagement vis-à-vis de l'autre partie et veuillent d'eux-mêmes aller vers l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que, Estelle, il me semble que c'est exactement ce que tu fais dans ton travail à toi, parce que là, tu viens m'aider, c'est cool, mais dans ton travail à toi, il me semble que tu fais à peu près la même chose avec des utilisateurs qui, à la base, n'ont pas du tout d'intérêt à venir travailler avec toi, mais qui vont quand même te donner plein d'informations pour que tu puisses améliorer le produit de la société. C'est exactement ça. En tant que product owner, moi, j'utilise beaucoup l'UX, l'expérience utilisateur, pour avoir ce genre d'insight et pour créer cet engagement-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'UX est né lorsque la stratégie, la technologie et le design se sont rencontrés. Ils avaient un sens commun de vouloir écouter l'utilisateur et faire un produit qui soit utilisé. Alors, juste pour revenir sur une petite définition, l'UX, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous avez un utilisateur, vous avez un super vélo chez Decathlon, magnifique, avec des flammes, avec une super selle. Mais par contre, ce qui est super important, ce n'est pas la beauté du vélo, ça va être l'utilisateur et l'usage que va faire l'utilisateur sur ce vélo. Est-ce qu'il va aller très vite? Est-ce que le vélo va être léger? Est-ce que derrière, il va pouvoir aller en ville ou pas, ou à la campagne? Et c'est ça que l'on recherche, c'est améliorer cette expérience utilisateur. Par contre, il ne faut pas confondre expérience utilisateur et UI, design. C'est-à-dire que si vous avez une mairie qui fait une super route pavée, et que votre utilisateur veut aller en ville, mais par le moyen le plus rapide, il s'en fiche de sa route pavée. Il va créer sa propre route. Pourquoi? Parce qu'il a une meilleure expérience utilisateur, parce qu'il va aller plus vite au lieu de son rendez-vous. C'est exactement ça. Il ne faut pas confondre le fait que, même si une route ou même si une application peut être belle, le plus important, c'est finalement l'utilisateur qui va utiliser cette route ou votre application. Du coup, avec François, on s'est dit pourquoi pas réutiliser ces ateliers pour ramener cet engagement, pour apporter cet engagement au niveau des deux équipes. Ça nous a fait penser, au départ, à prendre un atelier que moi je connais beaucoup dans mon métier, ça s'appelle les 6 chapeaux de Bono. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un atelier qui est assez simple, qui permet de partir d'une problématique n'importe laquelle et d'avoir une vision assez détaillée de votre problème. Vous allez essayer alors, comment je peux dire ? Vous allez essayer de comprendre ce problème sous 6 axes de réflexion complètement différentes qui va vous apporter finalement beaucoup de réponses et la solution va arriver très rapidement. Ça va être un consensus. Ça, c'est quelque chose que je fais avec des utilisateurs ou avec l'équipe technique aussi. Le principe, il est simple. Quand vous avez défini votre problématique, au départ, vous attribuez le chapeau blanc. C'est le chapeau de la neutralité. C'est-à-dire que vous allez étudier des chiffres, vous allez étudier le nombre de bugs, par exemple, qui est survenu sur la prod, le nombre de retours clients, des KPI, etc., etc. Ensuite, vous allez prendre votre chapeau rouge de l'émotion, où c'est là que tous vos utilisateurs vont essayer de libérer leur frustration, parce que ça aussi, c'est important quand on conçoit un produit. Ensuite, vous allez essayer de prendre le chapeau vert de la créativité. Là, vous pouvez être fou, vous pouvez penser à des idées, mais qui sont folles, d'autres qui sont plus pratico-pratiques, d'autres qui sont beaucoup plus simples à mettre en place, mais qui pourraient aider. Bref, vous listez tout ça. Avec le chapeau du pessimisme et de l'optimisme, donc le jaune et le noir, vous essayez de, pour chaque solution, établir les pain points et les good points.
Et à la fin, vous prenez le chapeau bleu pour essayer d'organiser tout ça, prendre la solution qui correspond le mieux, et ensuite établir finalement ce que vous allez faire par la suite. Ok, alors on va prendre un petit exemple parce que ça paraît un peu nébuleux, ne vous inquiétez pas, ça se passe très bien. Alors si on prend notre exemple, nous, le manque d'environnement, qui est la première tâche d'automatisation qu'on prend, c'est là-dessus qu'on a fait un atelier chapeau de Bono dessus. En vidéoconférence en plus. En vidéoconf en plus, histoire de rajouter un peu de difficulté. Et donc on prend notre problématique, on a un manque d'environnement dans la société. Ok, on va prendre notre premier chapeau blanc, chapeau de la neutralité, les faits. Alors on a une dev qui est instable, on a 7 ou 8 reboots quotidiens. Tous les matins, on se retrouve à aller rebooter une ou deux API parce qu'on a un souci avec. Les développeurs ont besoin de mettre X fois en production. Ça, c'était la problématique de base. Maintenant, quand on prend notre chapeau rouge, le chapeau de l'émotion, il y a beaucoup de frustration qui sort des devs, tout simplement parce qu'ils veulent pouvoir tester rapidement pour pouvoir aller en prod plus vite. Mais côté Ops, il y a la partie frustration d'essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de stable, mais qu'on n'y arrive pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas gérer 2 prods en simultané. Déjà parce qu'on n'a pas le budget, mais également parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Donc on a beaucoup de frustration là-dessus. Ensuite, on prend notre chapeau de créativité. Donc là, on peut se lâcher, comme elle a dit, c'est le moment où vraiment on évacue un peu le stress. On a eu l'option de dire on ne fait plus de prod comme ça, on aura staging stable, parce que ce sera la prod en fait. On peut aller développer en prod, enfin voilà, on peut y aller. La vraie solution qu'on a choisi par retenir, c'est de dire ça serait quand même bien que les développeurs soient capables de faire eux-mêmes leur environnement à la demande avec ce qu'ils ont besoin entre plusieurs types d'applications. Donc on prend des solutions qu'on peut faire. Et là, on prend nos chapeaux noirs et jaunes, optimisme, pessimisme. Et nous, dans notre cas, on a vérifié qu'est-ce que peut nous apporter l'utilisation d'un pass externe, d'une orchestration interne, ou alors l'utilisation d'un cloud public, qu'est-ce qu'on pouvait faire, l'utilisation d'une orchestration de conteneurs, etc. Et on a tout passé au peigne fin pour vérifier qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Bon, je ne vous dirai pas ce qu'on a choisi tout simplement parce que c'est du secret d'une société où on n'est plus, donc je n'ai pas le droit de le dire. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est que c'était un choix qui n'est pas important que je vous dise, tout simplement parce que avec ces chapeaux et avec les besoins utilisateurs au centre du problème, donc les besoins des développeurs, on a pris la solution qui correspondait le mieux à notre attente à nous en tant que start-up avec 30 développeurs à l'intérieur. Ce n'est pas forcément celle que tout le monde ferait. Et à partir de ça, on a pris notre chapeau bleu et on a dit « Ok, alors maintenant on a notre solution, on sait vers où on veut aller, tout le monde est d'accord, les devs, les ops. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se faire un petit battle plan pour aller voir notre CTO et dire « Ok, dans 3 mois, on est capable de te livrer cette nouvelle solution ». Donc c'est ce qu'on a fait avec notre chapeau bleu, on a pris notre battle plan, on allait voir notre CTO, c'est parti dans la roadmap, bingo. Donc moi là c'est bien, là j'ai une vraie culture DevOps dans le sens où j'avais une communication entre mes devs, j'avais une visibilité, mais là j'ai un véritable engagement qui s'est créé grâce à cet atelier. Parce que mes développeurs ont compris pourquoi ils avaient un intérêt à travailler avec les Ops. C'est pas seulement qu'ils étaient là pour les aider en travail, c'est qu'ils étaient là pour leur apporter quelque chose dont ils avaient besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc là, j'ai vraiment une vraie culture qui a émané à partir de cet atelier. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Là, j'aimerais bien continuer sur Atelier UX, et pour ça, j'ai pensé à faire des personas. Alors, je pense que vous connaissez un peu ce terme, on le retrouve assez souvent. Un persona, ça permet de, on va dire, comment je peux expliquer ça, de mettre une cible d'utilisateur au sein d'une unique personne. On personnalise en fait notre cible. En l'occurrence, en UX, on a beaucoup de personas de nos utilisateurs, on fait des groupes d'utilisateurs qui nous intéressent et on essaie d'établir à quoi ce groupe-là pourrait ressembler s'il n'était qu'une personne. On fait ça avec des utilisateurs, bien sûr, et on a des blocs qui sont assez parlants. On essaie de détailler son histoire, on essaie de lui donner une vie, c'est-à-dire une photo, un nom, son expérience par rapport au techno qu'on va mettre en place ou par rapport à l'outil, ses freins dans la vie, son but, tout ça. Et on s'est dit qu'on n'allait pas faire un persona d'utilisateur cette fois-ci, mais un persona de développeur. Donc on a commencé à faire un brainstorming de tous les profils de développeurs qu'on avait dans notre société. On a listé qu'on avait des développeurs front, back, on avait des big data, des data science. On a listé aussi le profil, c'est-à-dire le profil vis-à-vis de la philosophie DevOps. Est-ce que c'est des gens qui n'en ont rien à faire du DevOps? Et dans ces cas-là, on sait qu'eux, ils vont être un petit peu spéciaux pour nous. Ceux qui, au contraire, sont fanas, qui aiment bien déployer eux-mêmes, qui aiment bien contrôler de A à Z ce qu'ils font. Donc là, clairement, on a un profil qui est presque DevOps. Et on a listé tout ça. On a fait du dot voting pour savoir
lequel était le plus représentatif. Et on a commencé par faire notre profil de data engineer, enfin de big data, assez âgé, mais qui aime bien le DevOps, qui lui gêne pas, lui, ça lui gêne pas de faire justement du déploiement, du build, etc. Donc, on a essayé de concevoir ce persona. On a un peu retravaillé la structure un petit peu du persona, c'est-à-dire qu'on a mis en avant des catégories qu'on n'aurait peut-être pas eues, c'est-à-dire que dans ses expériences, on a mis est-ce qu'il est habitué à faire de la config, du build, du déploiement, etc., etc. Pareil au niveau des freins, on a laissé cette catégorie, on a rajouté une catégorie influence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aime bien voir en termes de techno, qu'est-ce qu'il aime bien consulter au niveau Twitter, je ne sais pas, n'importe quoi. Et on a aggloméré tout ça et on a fait un profil qui s'appelle Jean. Alors Jean, c'est notre profil Big Data, qui est un petit peu révolutionnaire, anarchiste, nihiliste, mais qui aime bien le Big Data. Jean, il a un profil assez particulier parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup mettre la main à la pâte, comme je vous ai dit, et qui aime bien contrôler ce qu'il fait de A à Z. Donc, il est toujours fervent de questions, il est toujours lié avec les ops. Et si vous voulez, ce Jean, pour nous, il a été assez utile, même si c'est bizarre, hein, finalement, faire un persona de personne avec qui vous travaillez. Mais, par exemple, prenez la journée du monitoring qu'on a réalisé avec François. Jean, par exemple, il n'aurait pas eu besoin d'une journée. Peut-être qu'il avait que quelques questions et que finalement, après 5-10 minutes, Jean, il n'avait plus rien à faire de cette journée. Il n'allait pas rester et perdre sa journée à écouter une formation. Il allait peut-être retourner travailler. On aurait eu ce persona avant. On se serait peut-être dit, on va splitter cette journée de formation, faire, on va dire, 5-10 minutes pour les big data ou pour ce type de profil, où là, ça sera plus des questions-réponses. Et pour les personnes qui ont besoin d'être guidées, on allait mettre en place vraiment l'artillerie lourde, avec une vraie formation, avec des vrais exercices, etc., etc. Donc voilà, là pour le coup, je pense qu'on a quand même essayé avec ces méthodes UX d'amener cet engagement et de mieux comprendre ces deux parties. Alors si on fait un bilan de tout ce qu'on vous a présenté, déjà, première chose, on a réussi à rejouer Roméo et Juliette sans mourir à la fin, ce qui est quand même une belle performance. Et alors après, il y a 3 piliers dans ce qu'on vous a présenté. Il y a le pilier de la communication, qui est la première chose qu'on a voulu mettre en place, qui est, pour mettre en place une culture DevOps efficiente dans notre société, on a d'abord dû réussir à créer un moyen de communiquer entre les deux équipes, faire en sorte qu'elles se comprennent. La deuxième chose qu'on a eu à faire, c'était avoir de la visibilité. C'est-à-dire qu'elles arrivent à comprendre pourquoi elles travaillent ensemble et dans quel objectif. Mais la partie la plus importante, et là où l'UX a réussi à nous aider, c'est qu'on a réussi à susciter de l'engagement. S'il n'y avait pas d'engagement, en fait, on avait juste imposé des processus et on n'avait pas une vraie culture DevOps qui s'était mise en place, tout simplement parce qu'on forçait les gens à travailler ensemble et ils ne comprenaient pas dans quel intérêt. Et là où l'UX a été très intéressant pour nous, et c'est vraiment très important dans la mise en place d'une culture DevOps efficiente, c'est qu'il faut qu'il y ait un engagement entre vos devs et vos ops. C'est un engagement humain, que chacun comprenne pourquoi il travaille avec l'autre. Par contre, on a eu quelques écueils, et c'est ça aussi DevOps Rex, c'est qu'on va vous partager un peu ce qui n'a pas ou peu marché. La première chose, c'est que votre client, ils n'ont pas les mêmes façons de penser que vos développeurs. Je vous dis pourquoi. Simplement, le développeur a été habitué, on a été habitué, parce que je suis une ancienne développeuse aussi, à résoudre des problèmes. On est toujours dans la recherche de solutions. Ah oui, tu as un problème, attends, tu devrais faire ça. Ah mais oui, attends, ça, je suis d'accord, il faudrait peut-être que tu le fasses comme ça. Non, non, non. Là, quand on utilise de l'UX, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un besoin. Le problème, finalement, ce besoin-là, on va y réfléchir après tous ensemble pour établir qu'est-ce que l'on doit mettre en place. Mais ce n'est pas ce que l'on veut d'un dev quand on fait des ateliers. On veut simplement qu'il nous exprime de quoi il a besoin. En second lieu, il faut savoir aussi que l'impact est énorme. C'est-à-dire que là, on a fait de l'UX pour des développeurs, des futures mises en prod pour des développeurs qui vont utiliser le logiciel ou ce qu'auraient fait les ops, mais X fois dans la journée. C'est presque des fois super long parce qu'ils vont l'utiliser 100 fois par jour. Par exemple, du déploiement mode, ça peut être énorme. Alors qu'un utilisateur classique va utiliser votre solution, mais peut-être que quelques fois dans la journée, on ne sait pas. Donc ça n'a pas le même impact. Et dernier point, sachez que c'est time consuming, mais très très time consuming. C'est-à-dire que l'atelier des 5 pourquoi, je ne sais pas si vous imaginez, mais 30 développeurs dans une salle pendant 1 heure, le CTO, il a fait un petit peu la tête. Donc ça, il faut toujours essayer de valider auprès de vos directions. Si vous voulez faire des ateliers, ça prend du temps. Voilà. On voulait vous dire que tout Roméo peut avoir sa Juliette et on vous remercie beaucoup. Merci à tous.
Et bonjour. Bonjour. Bon, merci pour les présentations, bien sûr. Je vais poser quelques questions, mais avant ça, pour ceux, et vous étiez nombreux, qui ont demandé plus de Roméo et Juliette, my apologies to Shakespeare. Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge, break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. Bon, voilà. Non, mais on est en DevOps Race France, hein. Je l'aurais fait en anglais aussi. Hein. Voilà. Moi aussi, je peux le faire. Bon, de toute façon, première question de loin, le plus voté. Qui a fait le choix des GIFs? GIFs? Des gifs. Il mérite un certif les joies du code. Bon, prenons ça un peu sérieux. Dommage. Qui priorise l'ensemble du backlog? Du coup, c'est plutôt moi qui vais répondre sur cette question. Vas-y. Finalement, c'était notre CTO qui avait le dernier mot parce qu'il avait aussi cette vision-là de la stratégie. Il y avait aussi moi dans mon rôle de product owner parce que je savais un petit peu qu'est-ce qui était nécessaire pour toutes les équipes. C'était dans mon rôle, moi, de connaître le produit et qu'est-ce qu'on avait besoin réellement pour le produit. Donc, c'est vrai que c'était un job à deux finalement. Après, chaque équipe avait un lead qui nous aidait dans ce travail de priorisation et de sélection des user stories pour chaque... Sur l'automatisation, c'est moi qui posais les choses, je vous les envoyais, c'est quand même moi qui vous faisais un défrichage. Mais pareil pour les backs, pareil pour les fronts, etc. Donc on avait un consensus de CTO, moi, et de chaque lead. Voilà. D'accord, très bien. Rotation. Une question pour Estelle, de toute façon. Quelle était la plus grosse difficulté que vous avez, attention, affrontée pour sauver DevOps? T'as le droit de dire moi si tu veux. Non, ce qui était difficile au départ, c'était de cerner réellement le rôle des DevOps, parce que comme l'a dit François, on avait pris une équipe Ops qu'on avait passée DevOps, et moi qui n'avais pas travaillé avec des DevOps, je ne comprenais pas au départ ce qu'on m'avait donné comme rôle d'améliorer ça. Je me disais, mais pourquoi il faut améliorer la communication? Et le fait de comprendre la philosophie m'a permis de mieux comprendre après l'équipe. Et puis après, François, c'est un peu un grumpy cat, donc pour essayer de discuter avec lui, des fois, faut aller boire une bière et puis après, ça va mieux, quoi. Mais Quand t'as un dev qui se retrouve parmi des ops, c'est bizarre. c'est un peu étrange au début. Hein. Bon, idem, quel était le problème le plus énorme que vous avez affronté, toi? Par rapport à l'UX, aucun, parce que c'était une idée qu'on avait eue pour améliorer l'engagement, qui était ce qu'on a qu'on a ciblé comme étant le plus gros problème de la mise en place de la culture DevOps, parce qu'en gros, on était DevOps dans le terme, on était DevOps parce qu'il y avait une stratégie DevOps dans la société, mais on avait deux équipes qui ne se parlaient pas et qui n'arrivaient pas à communiquer ensemble. Donc une fois qu'on a trouvé ce moyen-là d'avancer, c'était vraiment pratique. Après, avant, c'est exactement ce qu'on présente. On fait du DevOps, on a mis un truc, on a dit on fait de l'agile côté Ops, on a mis deux équipes à côté, on leur a dit vas-y maintenant vous êtes DevOps. Voilà, il n'y avait aucune plus-value, quoi. C'est rien plus facile que ça, finalement. Exact, c'est facile. Ok. Bon, merci pour cette présentation, Pessor, et merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.